Des NLC, disons-nous les choses, édition spéciale, envoyé spécial. Nous sommes en direct de la Courneuve, la cité Balzac. Donc voilà, il se passe aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, des troubles dans cette cité, dans ce quartier. En ces temps troubles où une affaire en annule une autre, l'affaire Adama, l'affaire du petit Caïs, les attentats. Aucun média ne fait écho de ce qui se passe ici. Où le jeune Souleymane qui est à ma droite, qui par ailleurs est sourd et muet, subit des injustices régulièrement. L'affaire n'est reliée que sur Facebook. On l'appelle l'affaire AK-47. C'est ce qui est écrit sur Facebook. Notre but aujourd'hui, disons-nous les choses, des NLC, Bloc Contre Radio, est d'éclairer et inciter d'autres médias à se déplacer et à reléguer l'information. À ma droite, il y a M. Souleymane. Et encore à ma droite, il y a M. Franco de la Banne qui va parler au nom de Souleymane. M. Franco, dis-nous un petit peu qu'est-ce qui se passe ici. Car comme je le disais dans l'introduction, aucun média ne parle de ce qui se passe aujourd'hui. Et comme je le disais aussi dans l'introduction, malheureusement, une affaire en annule une autre. Aujourd'hui, voilà, les gens manifestent, marchent, mais il se passe des choses qui font que ça étouffe les autres affaires. Et cette affaire-là en particulier, on n'en parle pas. Moi-même, j'en ai entendu parler par un ami, Mamadou, qui est venu, qui m'en a parlé, qui m'a présenté la sœur Céline. Et je suis allé sur Facebook et c'est là que je me suis rendu compte qu'il se passe des choses ici. Dis-nous un petit peu qu'est-ce qui se passe ici. Alors déjà, c'est bien rappelé que c'est Souleymane ici la victime. On va essayer d'énumérer les faits. Effectivement, il est important de rappeler qu'aucun média, ou presque, en tout cas média mainstream, ne parle de cette affaire. Et c'est un peu, comme tu l'as souligné, le même cas que pour l'affaire Adama au départ, où on en parlait, mais de manière très négative et très timide. Et il a fallu une pression populaire pour que ensuite l'affaire prenne un vrai relais, un vrai tournant. Et ce sera probablement la même chose ici. Donc, ce qui pose problème, c'est déjà rappeler que nous, on n'est pas contre la police et la volonté de Souleymane et de sa famille, c'est pas d'être contre la police, c'est de pointer du doigt une possible injustice et c'est ça qu'il faut pointer du doigt, c'est-à-dire que si on est contre quelque chose ici, c'est contre l'injustice. Donc il n'y a pas d'a priori anti-police et tout ce qui s'ensuit. Donc il s'est trouvé qu'il y a une vidéo où on a vu Souleymane qui était exactement dans l'endroit où on se trouve. Ses chiens étaient attachés ici et il faut savoir que les policiers le connaissent. C'est-à-dire que pour eux, c'est pas quelqu'un qu'ils ont rencontré du jour où on a vu cette vidéo. C'est-à-dire il est dans le quartier, il déchante toujours ses chiens. Il a la spécificité, comme ça a été dit, d'être sourd et muet et les policiers le savent. Et d'ailleurs, il y a des témoins qui disent qu'il avait déjà des brimades, il y avait déjà des relations compliquées entre la police et lui parce qu'il y aurait eu certaines moqueries. Donc je le dis au conditionnel, mais c'est des choses qui peuvent être vérifiées et tout ce qui s'ensuit. Donc notre but là, c'est pas d'accabler la police, mais de rappeler aux médias en général et à l'opinion publique qu'il ne faut pas forcément croire qu'une seule version, c'est-à-dire la version policière comme on a l'habitude de le faire, mais entendre tous les partis et c'est ce qu'on va essayer d'éclairer ici. Et l'affaire Adama l'a prouvé. Quand on a écouté les versions policières, on voit aujourd'hui qu'il est possible qu'il y ait un mensonge d'État. Est-ce que tu peux nous expliquer précisément qu'est-ce qui s'est passé dès le premier jour? Qu'est-ce qui s'est passé avec M. Souleymane? Dis-nous. Alors, comme tout le monde, comme ceux qui sont un peu curieux et soucieux des injustices, on a vu sur Facebook, une image avec un chien ensanglanté et un autre qui avait l'air assez calme malgré la pression, le stress qui était tout autour et l'agitation. Et cette agitation, effectivement, on voit quand la vidéo commence des policiers qui encerclent quelqu'un qui a un téléphone et qui filme ce qui se passe. Et il se trouve que ce quelqu'un-là, c'est Souleymane. Donc effectivement, on voit que dans les médias, et c'est très important de le citer, tu as connu cette affaire sous le nom de AK-47. Il est vrai que c'était le nom d'un des chiens de Souleymane. Mais il est important de voir comment on aborde cette affaire par ce prisme, parce que le AK-47 est aussi un pistolet ou un automatique qui potentiellement peut tuer. Et donc, c'est par ce prisme-là qu'on veut qu'on rentre dans l'histoire, et pas par l'aspect humain et concret et objectif. Et qu'est-ce qu'on voit si on regarde cette vidéo? C'est des policiers qui encerclent un homme. Donc aujourd'hui, on sait que c'est Souleymane. On sait aujourd'hui qu'il est sourd et muet. Et donc, même si on veut le faire passer pour violent, voilà, cet homme-là n'a pas brandi un AK-47. Il n'a pas lancé ses chiens sur les policiers. Il n'a rien fait de tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son téléphone et il a filmé ce qui se passait. Donc objectivement, on doit se demander pourquoi un homme sourd et muet
a le réflexe de sortir son téléphone pour filmer ce qui se passe, alors que ses chiens ont déjà pris une balle de flashball dont l'un est ensanglanté et que lui-même se sent en danger. C'est parce qu'il se sent en danger. C'est la seule chose qui peut expliquer qu'il a ce réflexe intelligent de prendre son téléphone et à aucun moment il a la volonté, comment peut-il agresser la police alors qu'il est préoccupé à filmer la scène. Voilà l'objectivité des faits et voilà où démarrent les faits et c'est comme ça qu'on doit aborder cette histoire. Un homme s'est senti en danger, la police n'a pas eu la pédagogie d'essayer de l'approcher différemment que le citoyen lambda en prenant en compte son handicap qu'elle connaît parfaitement et elle aurait dû faire œuvre de plus de pédagogie, ça c'est ce qu'on pense. Et on ne veut pas donner de leçons à la police, mais on ne peut pas aborder un homme comme Soleiman comme n'importe quel individu. Et apparemment, depuis ce jour-là, tous les jours, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que Souleymane, qui est à notre droite, et je rappelle aussi le fait que pourquoi Souleymane ne s'exprime pas, c'est par rapport au fait que voilà, il souffre de cet handicap, mais il perçoit très bien les choses et comprend très bien les choses. Ça, c'est une chose que faut que les gens captent. Mais depuis ce jour-là, tous les jours, il se passe quelque chose. Et même, d'ailleurs, même hier, il s'est passé quelque chose, avant-hier, et depuis tous les jours. Peux-tu nous dire la suite de ce qui s'est passé depuis le premier jour ? Alors, dire que notre but, c'est d'essayer de participer à l'accomplissement de la vérité. Et donc, après cette histoire, donc les chiens n'ont pas été pris, etc. Dans les résumés qui ne sont pas précis dans ma tête, mais qui permettent d'établir le contexte général, il se trouve que Soleiman a laissé son chien à un des proches de sa famille, moins âgé que lui, et que ce membre de la famille a sorti le chien. Les policiers l'ont reconnu et de là s'est passé un contact, donc je saurais dire de quel ordre précis, mais à la base il n'y a pas de violence, mais il y a la volonté de tergiverser autour de ce chien. Et le chien n'est pas agressif, n'a pas mordu, des témoins sont là, donc des témoins relancent cette affaire. Mais il se trouve qu'à un moment de l'évolution de cet échange, il se trouve que le chien, déjà, je ne sais dans quel contexte, parce que ça va très vite, mais c'est-à-dire, il y a la police, il y a effectivement ce proche de Soleiman qui a le chien et à un moment la police tire sur le chien. Le chien a une jambe cassée d'après les témoins, hein, donc tout ça c'est à mettre au conditionnel. A une jambe cassée, il essaye de s'enfuir par survie et dans cette spirale d'événements, il se trouve qu'il est tasé. Et dans ce mouvement, dans l'évolution de cette situation, il y a un mouvement de survie de ce chien-là qui essaye de se débattre. Mais je tiens en tout cas, je mets n'importe quelle personne à imaginer prendre une balle et en tant qu'humain, hein, doté de toute la raison qu'il a et sentir qu'il est tasé, etc. Je veux dire, n'importe qui a un réflexe de survie à ce moment-là. Et le chien aurait eu ce geste de survie. Donc pas avant, pas quand il n'y avait pas de danger, etc. Et de là, il a essayé de s'enfuir. Et s'enfuyant, d'après les témoins, ça a été comme une chasse, comme s'il était la proie. Et il a mangé plusieurs balles policières. Et c'est-à-dire, les témoins disent au moins une trentaine, peut-être pas arriver tout à destination et des impacts qui auraient été dans des voitures, donc des gens auraient pu être touchés, etc. Et les commerçants peuvent témoigner à visage couvert ou découvert, peu importe, mais en tout cas, cela peut être prouvé. Donc, Soleiman s'est aussi retrouvé en garde à vue suite à ce qu'on pourrait appeler un traquenard, c'est-à-dire que suite à la mort de son chien, des proches et amis ont voulu récupérer le cadavre du chien au commissariat. Le commissariat a fait entendre qu'il fallait que Soleiman se dépasse lui-même pour récupérer le corps. Et là, il est tombé dans un guet-apens. Donc, il faut rentrer dans le contexte de sa situation particulière de sourd et muet, c'est-à-dire que son frère, notamment son grand frère qui l'accompagnait, lui dit qu'il va récupérer son chien mort. Et donc, quand il rentre dans le commissariat, c'est pour récupérer son chien qui est une partie de sa vie. Un sourd et muet n'a pas la même sensibilité que quelqu'un qui entend. Donc, le chien fait partie intégrante de sa vie. Donc, il va récupérer son chien mort qui fait partie de sa vie. Et quand il rentre là, il est pris dans un guet-apens, dans ce qu'on peut appeler un traquenard, et il se trouve en garde à vue. Son frère n'a pas eu la possibilité de lui expliquer qu'il allait être mis en garde à vue puisqu'il croyait qu'il allait récupérer son chien. Il est sourd et muet. Imaginez une garde à vue pour un citoyen lambda, comment c'est long parce qu'on vous enlève les horloges, etc. Quand on n'a pas pris le temps de vous interpréter les faits et de vous expliquer les faits, imaginez la violence qu'il a dû ressentir. Et il a fait 24 heures pleines
il est rentré vers 16h, il est ressorti le lendemain vers 16h, pas plus tôt, pas plus tard. Et quand je dis ressorti, c'est un doux euphémisme, puisqu'en réalité, après, s'en est suivi une audition à l'intérieur du commissariat. Donc, très concrètement, il a recouvré la liberté aux alentours de 20h. Donc si nous synthétisons la situation, voilà, tout démarre de l'histoire de son chien qui, voilà, comme l'a dit Franco, voilà, pour quelqu'un dans sa situation, voilà, le chien lui est d'une utilité qui n'est pas des moindres. Et ensuite a découlé tout ce qui s'est passé, une suite d'injustices et autres. Mais pour terminer, monsieur Franco, comment t'expliques ce climat de violence et d'indifférence qui se passe ici ? Comment t'expliques le fait que, comme je dis depuis le début de notre entretien, pourquoi ce n'est pas relayé ce qui se passe ici ? Brièvement, dis-moi brièvement. Déjà, il y a un travail de propagande qui est bien fait depuis des années et des années, si ce n'est des siècles et des siècles, qui vise à poser une image négative sur les populations qui nous ressemblent et les quartiers qui renferment ces populations. Donc les gens partent d'un a priori qui est souvent légitimé par les contrôles aux faciès, par exemple, qui arrêtent toujours les mêmes. Donc effectivement, les gens ont la figure du coupable. Donc on peut, ça c'est une suggestion, c'est une hypothèse, on peut penser qu'un homme qui a le profil de Soliman ne peut être que coupable et que si on l'a invectivé comme ça, c'est qu'il doit y avoir une raison. Mais jamais on va essayer de voir l'aspect humain. Je tenais à dire une dernière chose très importante, c'est qu'il faut savoir que dans sa famille, les chiens ne sont pas, c'est pas une chose qu'on aime naturellement. Et si sa famille a accepté de faire rentrer les chiens à la maison, c'est bien parce qu'ils étaient extrêmement gentils, etc. Et ça, il faut aussi le comprendre. Donc il faut aller dans le fond de cette affaire et pas non seulement s'arrêter aux apparences, regarder l'apparence de Soliman, mais chercher le côté humain et se demander pourquoi la police ne l'a pas approché avec plus de pédagogie, n'a pas essayé de lui expliquer ce qui se passait avant de faire monter cette situation de stress et qui a causé autant de dégâts et qui en cause encore. DNLC, disons les choses, nous étions en direct de la cité Balzac avec M. Franco Dlaban et Souleymane qui est à ma droite. Donc notre but à nous aujourd'hui est d'inciter d'autres à venir ici, à relayer l'information à tout prix. Car il se passe des choses, il se passe des injustices, et il est très important de relayer toutes ces informations. DNLC, disons-nous les choses, merci Souleymane, merci Franco, merci à la famille qui est avec nous, à la brigade anti-négrophobie qui soutient la famille, et voilà, nous espérons revenir et nous inciterons, et le but de cette vidéo est de la partager un maximum pour que les gens même de chez nous, les gens de partout, sachent ce qui se passe ici. Merci à tous.